Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour l'actualité de la semaine, la maison de vente aux enchères Milon propose désormais à ses collectionneurs de certifier la traçabilité des objets achetés grâce à une puce NFC. La première vente proposant ce dispositif a eu lieu il y a quelques jours. Nous verrons avec son président Alexandre Milon pourquoi avoir fait ce choix et surtout comment se déroule son application. On passera ensuite à l'interview de la semaine. On s'intéresse au monde de l'immobilier et à son soutien au monde de l'art. Sandrine Ginsburger, fondatrice de l'agence Triptyque, spécialisée dans la gestion de projets artistiques pour le secteur de l'immobilier, sera mon invitée. On vous en dit plus tout de suite dans Art et Marché. Le 7 novembre dernier, la maison de vente aux enchères Milon a proposé aux collectionneurs participant à la vente de doter les lots achetés d'une puce NFC. Cette puce est liée à une carte d'identité digitale de l'œuvre sécurisée sur la blockchain. Bonjour Alexandre Milon, vous êtes donc commissaire-priseur et président de la maison de vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire pourquoi avoir fait ce choix d'apporter cette option aux collectionneurs participant à la vente ? Oui, bonjour à tous. Oui, c'était un choix qui était assez évident, voilà, ça s'imposait. Il y a un maître mot en ce moment qui domine le marché, pas que le nôtre, pas que le marché de l'art, c'est la provenance. Voilà. Je vais dire les choses un petit peu simplement, un peu plus crûment. Il s'agit de toujours laver plus blanc que blanc et pouvoir prouver les traçabilités des provenances. Alors, lorsqu'on peut offrir sur une blockchain une carte d'identité digitale d'une œuvre qui recense toutes les bibliographies, certifications, authentification et autres éléments qui créent un contexte rassurant, bien évidemment, on s'est jeté dessus. Alors, c'est aussi une technologie qui est efficace, on va dire, vraiment maintenant. Contrairement à il y a quelques années où l'idée n'est pas entre guillemets neuve, mais absolument efficiente et efficace maintenant. Oui, on a fait, les étapes, ça y est, sont désormais abouties. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a pu être mis en place ? Est-ce que c'était compliqué techniquement ? Non. D'abord, nous sommes rapprochés d'une société qui s'appelle Arteia, qui s'est plutôt rapprochée de nous, qui avait besoin d'une maison de vente d'un certain relief pour essayer de créer une légitimité à agir à travers en fait notre système, notre flux. C'est-à-dire qu'au moment où nous proposons des ventes et donc les achats se réalisent. Alors pour aller un petit peu plus loin encore dans ce que l'on peut offrir aux acheteurs en termes de réassurance et pour inscrire définitivement l'authenticité, puisque c'est quand même l'apanage des Français, des commissaires-priseurs français, des zones de vente françaises, que d'offrir une garantie d'acheteur. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, qui ne nous fait pas peur. Donc, toute technologie qui nous permettait de l'inscrire définitivement dans une blockchain, donc à vie, ça nous permettait d'aller encore un petit peu plus loin dans notre recherche de perfection, en fait, de transaction parfaite. Mais techniquement parlant, comment ça se passe en fait, la puce NFC, comment est-ce qu'elle s'impose, comment elle se met par rapport aux œuvres et aux lots achetés ? C'est un petit peu étonnant parce que c'est à la fois extrêmement basique matériellement, puis après, la technologie qui en découle, elle est un peu plus complexe, mais en fait, vous avez une petite puce qui fait quelques millimètres, qui vient se coller sur l'objet, à un endroit, bien sûr, qui est plus propice que d'autres. Alors, ça dépend bien évidemment des supports, des matériaux que vous pouvez trouver. Et puis, le fait qu'elle se colle l'empêche d'être décollée. Si elle est décollée, en fait, la détruit entièrement. Voilà. Donc là, à ce moment-là, la garantie que l'on cherche à offrir à travers ça n'existe plus. Donc vous avez ce geste tout à fait classique de coller comme une étiquette. Puis ensuite, vous enregistrez les informations que vous voulez dessus. Puis ensuite, bien sûr, ça part sur la blockchain. Et alors là, c'est une autre étiquette qui est collée. Et là, on est à quelques jours de cette première vente qui a eu lieu. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire si déjà les collectionneurs se sont manifestés pour avoir cette puce ? Oui, alors c'est-à-dire juste après la vente pour tous les acquéreurs, on leur a proposé
cette technologie. On leur a proposé de leur offrir dans un premier temps, parce qu'on considère que c'est de notre service. Voilà, ça participe de ce que l'on doit à nos clients. Et beaucoup sont déjà revenus. Voilà, j'ai envie de vous dire, environ 40% sont revenus avec des questions ou simplement l'envie de le faire. Alors, on comprend un petit peu que d'abord, il y a vraiment un gain. Le premier bénéfice, c'est la logique, c'est la logistique, c'est comment je peux référencer mon patrimoine, ma collection, comment je pourrais facilement imaginer, même la transmettre, sans avoir à imaginer que mes héritiers se retrouvent face à qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que c'est que ce tableau, même combien il vaut, puisqu'on offre même la possibilité, et c'est là que c'est intéressant à nos clients, d'inscrire ou non le prix d'achat. Ils ne sont pas obligés de le mettre. Nous, ce que l'on certifie, c'est la garantie, la provenance, l'authenticité. Le prix est une option qui, voilà, fiscalement parlant, peut-être avoir aussi des réalités pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit ensuite. Donc c'est la raison pour laquelle on leur laisse cette option. Mais les retours sont très bons. Les retours sont très bons. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Milon. Je rappelle que vous êtes président et commissaire-priseur de la maison de vente aux enchères Milon. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Le programme Un immeuble, une œuvre qui place la création artistique au sein de l'espace public a atteint le chiffre de 650 œuvres d'art commandées et installées sur l'ensemble du territoire français. L'occasion pour nous de faire un point sur les liens créés entre le secteur de l'immobilier et le monde de l'art. Sandrine Guinsburger, qui est fondatrice de l'agence Triptyque, donc spécialisée dans la gestion de projets artistiques pour le secteur de l'immobilier, est en plateau avec moi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Alors avant même de parler du dispositif Un immeuble, une œuvre, parlons déjà du soutien public qui lui est assez historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le dispositif public déjà mis en place depuis tout à fait. Un certain nombre d'années? Alors déjà, il faut savoir que l'art et l'immobilier ont toujours collaboré ensemble. Il y a eu des périodes plus ou moins fastes et des périodes où il s'est malheureusement rien passé, notamment je pense à la période de l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons évidentes et économiques. Donc il faudra attendre 1951 pour que l'État oblige les pouvoirs publics qui ont des projets de construction, de rénovation d'immeubles, intègrent 1% du prix global de la construction à des projets artistiques. Donc ça, c'est pour la partie publique. Est-ce qu'il y a des modalités particulières pour ce fonds, pour respecter ce 1%? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une obligation, je le rappelle. Ah oui, c'est une obligation de la part des pouvoirs publics à mettre 1% de la somme des fonds alloués pour la construction. Exactement. Et puis, ça ne doit s'adresser qu'à des artistes vivants. D'accord. L'idée, c'est vraiment de vivre avec les artistes contemporains, avec les artistes qui marquent notre histoire. Donc ça, c'est un soutien. Est-ce que on a déjà, du coup, on a un retour de plusieurs dizaines d'années. Ça fonctionne bien? Alors, oui, ça fonctionne bien, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 12 500 œuvres d'art réparties partout dans la France et plus de 4 000 artistes ont participé à ce programme. En revanche, la question est intéressante parce qu'on peut se demander aussi si tous les pouvoirs publics jouent le jeu. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une construction, est-ce qu'il est associé à un projet artistique? Et ça, on n'en a pas la transparence totale. D'accord, et on ne sait pas si, du coup, aujourd'hui, avant de parler du privé, si le public serait le principal, justement, soutien de l'œuvre d'art en termes d'immobilier. Alors, aujourd'hui, oui, parce que historiquement, et le secteur privé, lui, est acteur sur art et immobilier depuis le 2015. Comment ça s'est passé? Un groupement de 13 promoteurs immobiliers ont travaillé avec la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, pour créer un programme qui s'appelle Un immeuble, une œuvre.
Donc le périmètre est complètement différent puisque déjà les acteurs privés, eux, n'ont pas d'obligation. Ils ont une incitation. Et pour les inciter à mettre une œuvre d'art dans leur programme de construction d'immeubles, le gouvernement leur a accordé des avantages fiscaux. Ben voilà, alors justement, allons-y, quelles sont les options ? Alors déjà, je voudrais rappeler deux choses. C'est d'abord, le soutien, c'est pas parce qu'on dit soutien fiscal que c'est des œuvres qui sont complètement défiscalisées à 100% et gratuites. Oui. On va revenir sur le calcul après. Et je voulais aussi vous préciser que cette fiscalité en faveur de l'achat d'art est pour in fine aider les artistes. Pourquoi ? Pour rappel, les artistes, contrairement aux acteurs, s'ils ne vendent pas d'œuvres d'art, ils n'ont pas de revenus. Oui, parce que les acteurs peuvent faire des publicités ou autre chose, c'est ça ? Oui, non, alors je pensais plus parce que les acteurs sont intermittents du spectacle et peuvent toucher du chômage. D'accord, effectivement. Alors que les artistes ne sont pas intermittents du spectacle et à ce titre, s'ils ne vendent pas, ils n'ont pas de revenus. D'où ces incitations fiscales pour le privé pour favoriser l'achat d'art. Alors comment ça se passe pour les promoteurs quand ils ont un programme immobilier et qu'ils mettent une œuvre d'art sur un plan fiscal? Ils ont deux options. La première option, c'est qu'ils peuvent passer la première année en charge l'ensemble des frais. Et ça s'appelle la méthode de l'achèvement, donc une fois 100% des frais, ou alors, un peu similaire à l'amortissement, ils peuvent, sur 5 ans, diviser en 1/5 le coût de l'œuvre d'art, mais c'est plafonné à 10 000 € par an ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et pareil, est-ce qu'il y a des modalités spécifiques à respecter ? Donc bien sûr les artistes vivants, soutenir des artistes vivants. Tout à fait, c'est aussi... Il y a d'autres éléments ou... Alors, en termes d'éléments, aussi sur un plan comptable, l'œuvre d'art doit être enregistrée dans un compte de réserve réglementé et au passif du bilan. D'accord. Et puis, alors, une fois qu'on a parlé de la fiscalité et de la comptabilité, le programme doit s'appliquer uniquement auprès des artistes vivants et l'œuvre d'art doit être à disposition du public. Donc c'est un moyen formidable de faire vivre avec des œuvres d'art les gens du quartier ou de l'immeuble. Et en tant que professionnel, vous avez des conseils à donner. Je ne sais pas si une entreprise nous regarde. Oui, bien sûr. En 40 secondes. Oui, en 40 secondes, on va faire très vite. Déjà, il faut définir ses objectifs et puis ses valeurs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Trouver le meilleur artiste en face avec ses valeurs et ses objectifs. L'aider, lui donner ce cadre, faire toute la gestion de projet, le laisser totalement libre, mais à l'intérieur du cadre, parce qu'un artiste n'est pas un illustrateur, mais il doit créer à travers un cahier des charges. Bien, merci beaucoup Sandrine Knies-Burger. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'agence Triptyque, spécialisée dans la gestion de projets artistiques pour le secteur immobilier. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.